très grande recherche, et effectivement, parce que vous voyez, c'est très dogmatique. Il y en a qui disent oh, le presbylastique ça marche pas, on restaure l'accommodation. Il y en a qui disent que c'est assez. Certains ne croient pas. Les détracteurs du presbylastique, en réalité, il y en a deux. Il y en a qui disent qu'en fait, on fait de la myopie. On va voir que c'est totalement faux. Ils ne comprennent pas la profondeur de champ. Et d'autres, ils disent oh, bah, de toute façon, vous bidouillez un peu la cornée, du coup, ça réactive l'accommodation. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de myopie, c'est sûr, mais c'est vrai que réactiver l'accommodation, c'est très important, ça fait partie de la réussite, quoi. Vous nous parlez de ça, Charlie, tu as travaillé de nombreuses années sur ce système avec l'OCAS en particulier. Merci beaucoup. Merci Frédéric de m'avoir invité. Je suis content, c'est ton premier congrès et je suis content de faire partie. En tout cas, merci pour ce que vous m'avez déjà appris les uns et les autres, Jérôme et Alain et toi. Alors donc, tu m'as demandé de parler de ce que la sphéricité pouvait restaurer comme accommodation résiduelle. Donc je me suis surtout basé à traiter ce sujet. Voilà, là, ici, ce sont quand même des appareils importants, bien sûr, le Pentacam. Ici, c'est l'OCAS dont on se sert quand même quotidiennement. Et c'est l'œil tracé qui nous a aussi montré les aberrations internes. Effectivement, bon, puisqu'on en parle, effectivement, on a mis au point aussi des logiciels, mais j'en parlerai quand même peu aujourd'hui. Alors, mon propre cas, effectivement, on lisait le média hier disait que les ophtalmos se faisaient pas opérer. Moi, j'ai été opéré, ça fait presque bientôt 7 ans. Et je m'attendais quand même à un système géométrique au niveau de mon œil. Je m'attendais à voir comme avec des lentilles. Et en fait, bon, je me suis aperçu qu'à part une myopisation initiale, ben, qu'est-ce qui avait changé énormément chez moi? On était parti d'une accommodation qui est de 1 dioptrie simplement, ici, comme on le voit ici, et l'OCAS c'est important, et que j'avais amélioré ma qualité visuelle. Ouais, ce sont les courbes de qualité visuelle. La qualité visuelle s'était améliorée, et grâce à cette qualité visuelle qui s'était améliorée grâce à la polarisation, eh bien, j'étais passé de 1 dioptrie à 3 dioptries d'accommodation. On m'a dit à l'époque, ce sont des phénomènes optiques, parce que tu as changé la cornée, mais tu n'as pas du tout l'accommodation qui a changé ou quoi que ce soit. Bon, je veux bien. Effectivement, 26 mois après, c'était toujours la même chose. 6-7 ans après, c'est toujours la même chose. Je dois dire que j'étais quand même, et je suis toujours, j'étais hémétrope. J'avais à peu près une 50, une 75 dioptries à l'époque. J'ai été opéré par les traitements d'hyperprolacité bilatérale avec en moins 0,80 à l'époque. Et effectivement, je m'étais disputé avec Beauchesne-Lomb parce qu'on avait été parmi les premiers, juste après Paris, à prendre le Fanto. Ils nous avaient fait un scandale en disant mais les centres régionaux n'ont pas le droit de ne pas servir de microkératome, ça allait nous tuer. Donc on est venu nous taper le Beauchesne-Lomb. Et je me suis retrouvé avec le premier Allegretto, qui nous ont fait presque cadeau. Et c'est comme ça que je suis passé d'une technique décentrée à l'époque, à une technique centrée d'hyperpolarisation bilatérale. Donc voilà, c'est ceci en tout cas qui a éveillé notre attention, l'augmentation de l'accommodation et l'augmentation de la sphéricité, en tout cas dans mon propre cas, comme chez nos patients également. Alors j'ai appris quand même beaucoup de choses avec vous. Moi j'ai été surtout adjoint d'un service d'enfants au départ, et j'avais été formé à la vision binoculaire, à l'accommodation. On sait que, je vais être beaucoup moins précis que ça, on sait que l'accommodation, eh bien, elle est entraînée par le flou qu'on a au départ, par la distance de la cible qu'on rapproche plus ou moins, par la disparité des images. Et tous ces phénomènes sont liés entre eux, et comme tu le disais tout à l'heure, ce sont peut-être des schémas un petit peu anciens, mais donc le cristallin, à ce moment-là, va accommoder, on va avoir un myosis, on va avoir les muscles qui se rapprochent, et on va avoir donc une accommodation, convergence. Tous ces phénomènes sont liés. Je pense qu'il va falloir, et c'est quelque chose qui a été beaucoup moins étudié jusqu'à présent, réajouter, en tout cas bien sûr, les aberrations sphériques de la cornée qui jouent également un rôle et qui vont s'étioler avec le temps, et que ces aberrations sphériques, on va les retrouver d'ailleurs avec de nouveaux appareils, également des aberrations internes, des aberrations cristallinaires qu'on va retrouver également parce que vous allez voir qu'on a en général une compensation de ces aberrations sphériques pendant l'accommodation. Là, on a fait quand même plusieurs examens chez pas mal de jeunes patients, et on s'est aperçu que les aberrations de la cornée
les aberrations de la cornée. Les aberrations de la cornée, ici la position positive de la cornée, eh bien, la plupart du temps étaient compensées par les aberrations cristalliniennes et que lors de l'accommodation, c'est un petit peu peut-être ce que vous disiez, cette compensation des aberrations était possible, c'est peut-être les schémas de chaîne, et pendant l'accommodation, on avait une compensation des aberrations. C'est quelque chose quand même qui a été peu étudié. Effectivement, vous parliez de chaîne tout à l'heure, et je pense que c'est intéressant. Donc la sphéricité, je ne reviens pas dessus. Hein. On sait ce que c'est, puisque ça a déjà pas mal parlé. On sait qu'elle est de moins 0,26. C'est un traitement tout à fait spécifique qui est différent du traitement standard. Et il n'y a plus de multifocalité, puisque ça va surtout la taper en moyenne périphérie et pas tellement en extrême périphérie comme c'était avec les traitements d'avant. Donc effectivement, le centre ne bouge pas et c'est surtout la périphérie qui va plus bouger quand on a une cornée prolate. Alors, c'est intéressant, Jérôme, ce que tu dis. On s'aperçoit en tout cas que, bien sûr, quand on fait varier, parce qu'il y a bien sûr des relations entre la sphéricité et les aberrations, quand on fait varier une asphéricité comme ceci ici, eh bien, on va se retrouver d'une asphéricité de 0,05. Ici, on passe à une asphéricité, par exemple, de moins 1. Eh bien, on va avoir des aberrations qui vont changer complètement de forme. Une cornée également qui change complètement de forme. On voit une cornée quand même qui devient beaucoup plus prolate. Donc, cette relation entre la sphéricité et les aberrations, on les connaît bien. La profondeur de champ, on nous disait jusqu'à présent qu'il n'y avait que la profondeur de champ qui était nécessaire pour faire voir un presbyte. C'est sûr qu'elle joue un rôle. C'est sûr qu'on peut l'augmenter en variant la sphéricité. Mais la plupart des études, et je ne sais pas d'ailleurs si nos amis toulousains sont ici, la plupart des études montrent que la profondeur de champ qui va être entraînée par ces aberrations, eh ben, elle est simplement de 0,30 à 0,50 dioptries. Malcaz, ces derniers temps, montrait que dans ses études, ils arrivaient à peu près à 0,60 dioptries. 0,60 dioptries, c'est quand même pas suffisant en général pour faire voir, même si on a une bonne profondeur de champ, elle n'est pas suffisante. Donc, nous, ce qu'on a toujours dit, en tout cas depuis pas mal d'années, c'est que si c'est quelque chose, bon, on se fait un petit peu taper dessus, mais si effectivement vous avez tous parlé d'aberration sphérique, on voit que la cornée, effectivement, vieillissant ici, on va avoir une PCF qui est absolument mauvaise, donc un cristallin qui va en tout cas pas pouvoir bouger. À partir du moment où on prolatise la cornée, comme on le voit ici, bien sûr, on obtient des PSF qui sont bien meilleurs, et donc un cerveau qui reçoit des images bien meilleures et qui va réactiver cette accommodation résiduelle qui, pour moi, joue un rôle très important et qu'on a, jusqu'à présent en tout cas, très peu étudié. On voit qu'à partir de ce moment-là, à partir du compensation des aberrations internes et externes, eh bien, le cerveau va pouvoir réactiver cette machine qui s'était quasiment endormie. On peut le dire d'une autre façon, mais ici on a une PSF qui est extrêmement mauvaise, pratiquement plus d'images au niveau du cerveau, donc un cristallin qui est quasiment inhibé, ici ce sont des images Scheimpflug, une PSF qui est bien meilleure, un cristallin qui reçoit à ce moment-là des informations du cerveau et qui se remet en marche. Alors, ça voudrait dire qu'on rajeunit le patient, pourquoi pas, à mesure où on va jouer sur la physiologie accommodative. Donc, avant la chirurgie, voilà, bien sûr, comme tout le monde, le pentacam pour connaître la sphéricité avant. Pour nous, c'est important également de connaître l'accommodation résiduelle, parce qu'il est bien certain que si les patients ont très peu d'accommodation résiduelle, on va plutôt passer à une autre technique où on va faire de la monovision, les facteurs de cataracte, et également avec l'œil tracé, pour connaître les aberrations internes et les aberrations cornéennes. Si on disait quelques mots, effectivement, le presbycore, c'est celui que j'utilise à l'heure actuelle, chez les métropes, chez l'hypermétrope et chez le myope, avec je pense des résultats à peu près semblables. Il y a probablement des petites différences qui nous donnent donc des résultats, voilà, qu'on fait rentrer directement dans voilà. Notre étude donc pour l'accommodation a été faite sur 75 patients, ce sont des chirurgies bilatérales, sans monovision ou 0,25 au maximum, micro-monovision.
autant d'hommes que de femmes. On a utilisé le 500 Hz et la plupart du temps, enfin, moins 0,80 d'aspéricité ou moins 1 d'aspéricité. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart du temps, on retrouve, comme on le voit ici, hein, on ne voit pas les photos. Bon, là c'est dommage. Oui, bon. Là c'est dommage parce qu'on ne voit pas le rouge. Bon. Ah bon, c'est là, moi non. D'accord. Bon, enfin, en tout cas, bon, on voit une aspéricité en tout cas qui arrive jusqu'à moins 0,80. Ce qui est quand même dommage parce que je pense que cette diapo par contre est la plus importante. C'est celle-ci. C'est un petit peu dommage. On voit ici que je pense que cette diapo, il faut rester un petit peu plus dessus. Ici, on voit en rouge, mais ça l'est pas du tout. On voit en rouge. Ouais. On voit en rouge oui, je pense que s'il faut en montrer une, c'est celle-ci. On voit en rouge les aberrations de la cornée qui se sont positivées avec le temps, une aberration négative du cristallin qui n'est pas excellente, et on s'aperçoit qu'après les traitements, eh bien, on garde bien sûr une cornée qui a légèrement, avec des aberrations qui ont légèrement diminué. Par contre, sans avoir touché au cristallin, on s'aperçoit que les aberrations internes ont changé complètement enfin, c'est une deuxième preuve, en tout cas, qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau du cristallin, au niveau de l'accommodation, et que les aberrations internes du cristallin ont changé de sens, puisqu'elles étaient au départ ici, et qu'elles sont passées maintenant à ce niveau-là. Voilà. Et c'est quand même merdant, bon, enfin, il n'y a pas de rouge, mais c'est pas grave. Bon, mais les courbes d'accommodation qui montrent qu'on est passé à peu près de 0,75 à 2,50 dioptries. À 2,50 dioptries au bout de quelques... Comme vous le voyez d'ailleurs sur mon premier schéma, il n'y a toujours pas non plus de rouge, ce qui est un peu dommage. Voilà. En tout cas, la qualité visuelle, je vous le montre ici, en tout cas, bon, qui s'est améliorée avec le temps. On n'a pas de problème particulier avec la qualité visuelle. Ici également, bon, il n'y a pas de... Ce qui est dommage, il n'y a pas de rouge, je veux pas, oui. Il n'y a pas de myopie, en tout cas, comme tu le disais tout à l'heure, pour la vision de près. Et on s'est aperçu également que la sphéricité induisait pratiquement pas c'était des courbes comparatives qui montraient que la sphéricité montrait très très peu de modifications kératométriques, donc effectivement pas de myopie au centre, comme tu le disais tout à l'heure, comparé à d'autres techniques. Voilà, bon. Les résultats sur l'acuité visuelle, bon, je ne vais pas montrer puisque le rouge a disparu. Et donc, en tout cas, pour conclure, effectivement, bon, je pense que à l'heure actuelle, il est important, en tout cas pour opérer, d'opérer avec une bonne vision binoculaire, une bonne vision stéréoscopique. Comme je vous le disais, avec des images d'aspéricité, avec une cornée asphérique à l'heure actuelle, le cerveau va recevoir des images différentes et va réutiliser pour ma part cette accommodation résiduelle et même l'augmenter la plupart du temps. Pour moi, elle joue un rôle essentiel dans le presbylasmique, comme probablement la profondeur de champ, mais elle joue un rôle essentiel. Jusqu'à présent, elle a été peu étudiée et je pense que c'est quelque chose qu'il faut de plus en plus étudier pour donner un œil le plus physiologique possible. Voilà, je vous remercie de votre attention.